On nous appelle la Société de minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoissants souvenirs, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Daniel a toujours été fan de films d'horreur, passionné par Halloween et fasciné par les histoires étranges. Un été, il se retrouve indirectement témoin d'une expérience troublante et a le sentiment d'avoir frôlé, de loin, un monde qui lui est inconnu. Jusqu'au jour où, sa petite amie ramène un chat dans leur appartement. À partir de cet instant, tout bascule. Cette histoire s'intitule Ma perception du réel. Je m'appelle Daniel, j'ai 41 ans, j'habite sur Paris et je travaille dans la production audiovisuelle. J'ai grandi à Montpellier, j'ai quitté Montpellier il y a presque 20 ans. Je suis le dernier d'une famille composée de 3 enfants. Mon père travaille dans les transports en commun de Montpellier et ma mère était aide-soignante. Ma passion pour le cinéma, elle est venue par l'ennui en fait. Elle est venue parce que, en fait, quand on s'ennuie, quand on n'a pas grand-chose à faire, on regarde la télé. Et j'ai eu la chance d'avoir une chaîne qui s'appelle Canal+, à l'époque, de pouvoir découvrir le cinéma, de prendre le temps, de comprendre ce que je regarde. Surtout par le biais du cinéma de genre, le cinéma horrifique que j'aime. Donc parce que j'aime aussi me faire peur, comme tout adolescent ou préadolescent qui se teste un petit peu, mais au-delà de ça, qui comprend qu'il y a un certain code dans ce cinéma-là qui est assez fascinant. J'aime bien cette sensation de flirter avec quelque chose qui me fait un peu peur, mais à la fois c'est confortable parce que je suis devant ma télé en fait. Et donc c'est cool en fait de se faire peur, d'avoir des sentiments, des émotions quoi, qui sont assez fortes. J'ai conscience de l'imaginaire à travers le cinéma. Et j'ai conscience qui peut être faire peur dans la vraie vie, mais ça reste je suis très à distance parce que les seules histoires que je peux avoir jeune ou adolescent, c'est l'histoire de ma mère qui de temps en temps pouvait raconter des histoires qu'elle a pu vivre, genre un peu mystérieuses, parce que voilà, on est encore une fois dans une région où la notion de tradition, on a toujours des gens qui vont, qu'on appelle ça, arrêter le feu ou enlever les verrues. Donc moi j'ai eu une personne qui m'a enlevé des verrues en faisant des signes de croix sur les doigts, alors que bon, j'avais des vieilles verrues dégueulasses, hein, qu'on soit clair. Mais voilà, j'ai pu côtoyer un petit peu quelque chose de mystérieux, mais toujours de toute façon très quand même bienveillante et j'aimais bien aller à la limite pareil de maman raconter ses histoires. Mon père lui beaucoup plus sceptique. Bon, après c'est un modèle assez classique, j'ai l'impression dans beaucoup de familles où le père ne veut pas trop rentrer là-dedans parce que peut-être ça va aussi questionner sur sa perception du réel. Hein. Souvent, je restais 2 ou 3 mois dans le sud pour mes études. Je profitais pour faire un petit job d'été et j'étais célibataire. Et en fait, il s'avère qu'un soir, bar de plage, il faut imaginer la chose, donc sympathique, il fait beau, il fait bon, la vie est douce. Et elle est encore plus douce parce que je rencontre une fille. Je la rencontre, elle était avec sa sœur, donc moi je lui propose de boire un verre quelques jours plus tard et ça devient mon summer love.
Moi, l'été, un peu comme la période d'automne, j'aime bien créer aussi des petits moments où j'aime bien me faire peur, où j'aime bien les histoires, voilà, parce que je sais pas pourquoi j'assimile ça souvent à soit l'été ou soit le mois d'octobre. Pourquoi, je sais pas, mais j'aimais bien l'esprit nocturne de l'été, la nuit où on dort à pas d'heure et on se raconte des histoires en fait. Et de ce principe-là, j'amène cette fille, que je connais assez peu en vrai, à se dévoiler en disant « Ouais, est-ce que toi aussi t'aimes bien les histoires qui font peur ?» Et je sens que la personne est très réactive en fait à ça. Et je pense que j'étais pas très malin à ce moment-là, mais je me dis « Vas-y, raconte !» Dis non, je préfère pas en parler, les histoires de fantômes, ça me fait peur. J'ai senti qu'il y avait un sujet. Et ce qui était assez surprenant, parce que dans ma vie, j'ai jamais eu vraiment de gens à qui on a pu raconter des histoires, ou spécialement. En tout cas, j'ai senti que là, ce coup, le sujet pouvait être un sujet qui pouvait la toucher. Et donc forcément, ça a vraiment réveillé en moi l'envie de savoir, quoi. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai demandé, j'ai dit tu peux me raconter, j'adore ce genre d'histoire. Alors si bien sûr c'est compliqué, elle m'a dit non, écoute, je vais le dire, mais ce que je te raconte, comme tu as rencontré ma sœur lors du premier rendez-vous, comme je vous disais, surtout tu le répètes pas à ma sœur parce que ça lui est arrivé en fait. Et moi je fais oh d'accord, ok. Donc là on parle d'une histoire de quelqu'un, un proche a vécu, un peu étrange, qui va me raconter. Donc moi, forcément, j'étais à fond, parce que j'adore cette sensation, comme j'avais quand j'étais gamin, en regardant des films qui font peur. Là, je me suis dit, ah tiens, il y a quelque chose il y a un bon terreau, quoi. Et c'est l'été, c'est cool, allons-y, quoi. Et donc, elle raconte son histoire. Elle me dit, voilà, ma sœur s'est séparée de son mec et donc il faut imaginer qu'elle habite pas loin de Montpellier, mais un peu loin, donc 1 heure, dans le côté un peu vraiment rural. Elle se retrouve avec son gamin, donc un jeune enfant en bas âge, ou je sais pas quel âge, mais en tout cas assez petit. Et elle récupère en fait en gros un terrain qui a été au départ une ferme et qui a été divisé en plusieurs petites maisons en fait. Elle m'explique qu'en gros elle aménage avec son petit. Et ce qui est bien en fait dans cette histoire, c'est qu'elle me donne beaucoup de détails en fait. Et ça, je trouve ça assez intéressant parce que quand on donne autant de détails, on sent que c'est pas une volonté de fausser quelque chose en fait. On s'accroche en fin de compte aux détails parce que c'est ça qui donne du poids aux choses en fait. Et elle me raconte, elle me dit voilà, la maison est là, il y a l'escalier comme ça, et en fait il y a la chambre, et la chambre du petit, il a une sorte de une armoire en fait, une sorte de renforcement comme ça. Donc le petit va voir sa mère la nuit, il dit « Maman, il y a un loup dans le placard, quoi ». La mère, elle dit « Bon, forcément, peut-être le petit il vit mal la situation », ce qui se comprend à 100%. La nuit, régulièrement, le petit se réveille et dit qu'il y a toujours ce loup, jusqu'au moment où ce loup, en fait, c'est plus un loup, c'est un monsieur avec une grande bouche, en fait. J'assimile ça à une imagerie cinématographique. C'est vrai que c'est tout de suite, on imagine ce loup qui se transforme en un homme avec une grande bouche, quelque chose en cas d'effrayant et de menaçant. En tout cas, c'est comme ça que me raconte cette fille en me disant, tiens, le petit est effrayé, quoi. Et il est terrifié au point de vouloir réveiller sa mère. Un jour, il s'avère que le petit dort dans la pièce, la mère est dans le salon, donc le salon est au rez-de-chaussée, la chambre est au-dessus. L'escalier, c'est une sorte d'escalier en colimaçon. Et elle avait laissé sur l'escalier son téléphone portable. Elle est posée devant son ordinateur. Ça fait facilement 15-20 ans, donc sûrement sur MSN, en train de parler avec des gens. Son téléphone qui est posé sur les escaliers, donc accessible facilement. Elle voit que l'appareil photo s'est déclenché. Donc en fait, elle comprend que tout seul, le téléphone a déclenché les photos. Elle se dit, mais elle comprend pas. Et en fait, elle a fait un lien qui est assez étrange quand même sur le moment, mais qui pour le coup a été plutôt efficace. Elle décide de monter dans la chambre où dort le petit et de prendre photo de l'armoire en question, quoi, le placard. Et il s'avère que sur les photos, elle voit des formes assez étranges, une sorte de visage étiré, orange, expliqué avec une couleur orangée. Et là, elle est terrifiée. Elle prend le petit dans ses bras et elle va voir sa mère. Donc elle dit, sa mère ne devait pas habiter si long que ça, mais en tout cas, elle quitte le lieu. Elle sent qu'elle est en danger, quoi.
Et elle raconte que bon, elle veut plus revenir à la maison, quoi. C'est fini, c'est mort en fait. Et de ce principe-là, bon, bah, la mère, elle est un peu paniquée, elle sait pas trop quoi dire à sa fille, et elle dit bon, bah écoute, ce qu'on va faire. Encore une fois, on est dans une vision un peu rurale du sud, mais qui est réelle. Elle dit bah écoute, je vais appeler le. Alors c'est pas un prêtre, mais oui, quelqu'un qui pourrait l'aider là-dessus, quoi. Et parce que moi, sur le moment, je me dis, mais concrètement, je me rapproche de quelque chose d'assez étrange et je suis à la fois un peu excité par l'histoire, dans le sens parce que de ce coup, ça a créé une forme de mystère et d'excitation par le côté mystérieux. Mais à la fois, je me dis, waouh, c'est fou ce qui se passe. Et le premier truc, je dis, mais c'est quoi ces photos? Il faut les voir. Donc il s'avère que le prêtre vient. Elle montre les photos et elle expliquait, donc un truc assez intéressant et plutôt bien pensé. Ce que le prêtre a dit, le premier truc qu'il a dit, c'est effacer les photos. Moi, j'étais surpris, je dis mais pourquoi il a effacé les photos? Elle m'expliquait que si tu donnes de la raison à l'entité, à ce truc-là d'exister, ben il va vouloir rester en fait. C'est-à-dire en gros de faire abstraction de ça pour passer à autre chose. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle a effacé les photos. Le prêtre en question, il a fait 2 ou 3 prières. Et en fait, je vais vite raccourcir l'histoire, mais il s'est rien passé après. Donc en fait, l'histoire se finit là-dessus. Donc moi, je me retrouve avec cette histoire en me disant « Waouh, c'est fou ton histoire, tu vois, c'est dingue !» Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le temps passe, donc on reste un peu ensemble, c'est l'été, comme je disais, mon summer love. Et il s'avère qu'un jour, je vais d'un peu de la pampa, toujours dans le sud, et en fait, je revois sa sœur. Et je respecte le fait de ne pas raconter son histoire. Et en fait, il s'avère qu'on fait une soirée où ça picole pas mal. Je peux pas conduire, évidemment, donc je peux pas rentrer à ce moment-là chez moi. Et sa sœur nous dit, bah écoutez, vous avez trop bu, vous allez dormir chez moi. Et en fait, c'est drôle parce que l'atmosphère, elle était unique. C'est tard la nuit, il fait moite, il fait chaud. Je commence à être un peu en stress parce que là, de ce coup, la distance que j'ai avec les choses, une histoire, un film, de ce coup, là, je vais potentiellement, en cas, être proche de cette réalité-là. Je suis toujours un peu dans une phase d'excitation parce que c'est stimulant, parce qu'on est encore dans la zone où ça reste confortable, mais sauf que plus ça avance, plus que je comprends que je vais me retrouver à dormir, et ça s'est confirmé, dans la pièce où dort le petit. Alors le petit, maintenant, il a grandi. À ce moment-là, il est chez son père, et sa sœur nous dit, bah c'est pas grave, vous allez dormir ici, comme le petit n'est pas là, vous dormirez dans sa chambre. Maintenant qu'il y a un grand lit, parce que maintenant, il doit être pré-ado ou ado. Avant de parler de l'armoire, ce qui est intéressant, c'est que, et c'est là où ça m'a vraiment marqué, c'est que les détails qu'elle m'avait donnés, ils étaient là. Il y avait ces escaliers, ce petit bureau sous les escaliers. En fait, il y avait vraiment un truc très troublant entre ce qu'elle m'a raconté et la réalité. En fait, là, d'un seul coup, cette histoire qui est abstraite, qui est même peut-être fictionnelle, qu'on pourrait imaginer, elle devient réelle d'un seul coup. Je me dis, ah ouais, c'est très étrange. Et je parle un peu avec sa sœur, parce que la soirée n'était pas encore complètement finie, et je fais un peu le mec un peu idiot, en disant, ah mais alors, c'est pas trop effrayé dans ce village, parce que bon, tout seul, ici, non, je fais un peu l'idiot. En fait, compte, je pousse sa sœur à raconter un petit peu. Elle me dit, oui, non, mais oui, ça va. Pendant quelques temps, le petit, il a eu des petits problèmes, mais ça va mieux, en fait. Donc, on a quelqu'un qui clairement ne raconte pas cette histoire-là, mais qui évoque, en fin de compte, ça fait écho à ce que m'a dit sa sœur. Donc, à ce moment-là, il faut imaginer que moi, je monte dans cette chambre et je dois dormir, en fait. J'y arrive pas, en fait, c'est compliqué. Et en fait, pour l'histoire, ce qui est intéressant, c'est que, et c'est digne d'un film, en fait, c'est ça, c'est à ce moment-là, on est un truc en mode, merde, je vois ça en film, et là, je vis un peu en vrai, c'est que souvent dans le sud, de temps en temps, il y a des gros orages, mais vraiment des orages de tarés ou avec des éclairs, et il s'avère que ce jour-là, il y avait, dans la nuit, il y a une grosse pluie qui a duré peut-être 30 minutes, 1 heure. La pièce était éclairée à coups d'éclairs, et je voyais cette armoire, et j'étais en mode, mais c'est pas possible, j'ai pas envie. Là d'un seul coup, ça devenait un peu inconfortable, parce que je me suis dit que je voulais pas voir ça. J'avais trop peur, quoi. Moi, ce que j'aime dans cette histoire, en fait, c'est que déjà, j'aime bien la notion de transmission d'histoire. Quelque part, elle m'a laissé ça. J'oublierai jamais son histoire, en fait, tu vois. Pendant des années, c'était la grande histoire où j'ai eu peur, en mode, oh là là, j'ai vécu une histoire, les gars, il faut que je raconte ça. Et il s'avère qu'il y a maintenant 1 an,
J'ai eu une histoire assez surprenante qui m'a questionné un peu sur tout ça et qui m'a fait comprendre que des fois, il y a des choses, c'est pas si marrant en fait compte. Même si c'est l'histoire la plus mignonne qui est rattachée à l'animal le plus mignon de la Terre, j'ai été confronté à des choses que franchement, je pensais pas que j'allais être confronté dans ma vie, quoi. Je suis avec une copine depuis quelque temps et elle décide d'adopter un petit chat. Donc pourquoi pas, c'est cool. Je comprends le message qu'il y a derrière, évidemment, du petit chat. Déjà, il faut comprendre que cette fille-là, ça fait à peu près 1 an qu'on est ensemble. On vit ensemble. Son appartement, c'est un appartement classique, en banlieue parisienne. Elle récupère le petit chat qui s'appelle Rudy. Ce petit chat arrive un dimanche soir. Donc c'est un petit chat route super mignon, adorable. À ce moment-là, on est en début octobre 2023. Moi, comme je disais, j'adore les films qui font peur. Donc je fais un petit montage un peu horrifique pour le 31 au soir. Je suis dans une période où j'aime bien me faire peur. Je suis en contrôle parce que c'est cool. J'adore cette période-là. Et donc le chat arrive. C'est cool, il est trop mignon ce petit chat, il est adorable. Sauf que la première nuit où il arrive, il se passe des choses que je ne comprends pas, que je n'ai jamais compris, qui va être un peu l'élément central qui va conditionner ma vie pendant les 7 prochains jours. C'est la nuit, sûrement la plus effrayante de ma vie à ce jour, quoi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc moi, je suis en train de faire mon petit montage, donc tout se passe bien, on décide de se coucher avec ma copine, et au milieu de la nuit, je me réveille, je dis « Mais Julie, t'as laissé la télé allumée pour le chat ?» Elle dit non. Donc je sais pas, il doit être 2h du matin, 3h du matin. Et à ce moment-là, je me sens un peu bizarre. Et donc je me lève et il s'avère que ce qu'il y avait sur la télé, c'était justement des vidéos pour Halloween. Donc il y avait une ambiance assez bizarre, la pièce éclairée par cette télé qui a pas de raison d'être allumée. Et je comprends pas. Et en fait, à ce moment-là, moi, j'ai mon corps qui fait waouh. En fait, je sens au fond de moi un petit peu qu'il y a quelque chose de bizarre et je suis pas hyper à l'aise. Et je fais bon, ok, tu vas faire abstraction, tu vas te recoucher, tu vas mettre le coussin sous ta tête pour essayer de t'endormir, quoi. Une demi-heure après, il y a un bruit, une sorte de bip bip. C'est le bruit du détecteur de fumée. Mais ça fait 1 an que je suis chez elle, il a pas sonné. Et je vous spoil la suite, mais il a jamais ressonné après. Donc à ce moment-là, je vais être franc, j'ai pas été très courageux. Je fais Julie, je te laisse y aller parce que là c'est peut-être un too much, la télé s'allume tout seul, le bip, le signal d'alarme qui s'active. Et surtout que moi dans le couple, clairement, je suis le mec qui est plutôt ouvert aux expériences et qui aime bien se faire peur. Et elle est plutôt pragmatique et elle aime pas justement ce qui fait peur parce que je pense que c'est aussi une façon de se protéger, clairement. Et en fait, on comprend pas pourquoi de ce coup s'allumer, pourquoi la télé s'allumait. Mais en fait, c'est pas fini. Il y a d'autres éléments qui arrivent comme ça, subitement. On se retrouve à dormir. Une odeur hardcore, quelque chose qui te réveille. En gros, quand une odeur est tellement forte pour te réveiller, une odeur je sais pas dire, mais de merde, en fait, une odeur forte, qui nous réveille. On se dit, c'est sûrement le chat, en fait, qui a fait ses besoins. Mais même une odeur comme ça de chat, ça te réveille pas. Et il s'avère que le lendemain, rien du tout. Il n'y avait pas d'aisselle du chat quelque part. Le chat n'a rien fait du tout, quoi. Et le petit élément supplémentaire pour finir cette nuit, c'est que il s'avère que en fait, dans le salon, il y a une grande table et il y a un miroir au bout qui est appuyé contre le mur. Et le bas du miroir est appuyé contre les pieds de la table. Et en fait, il a basculé. En fait, le miroir a basculé de l'arrière vers l'avant, comme si on avait tiré le miroir vers l'avant. C'est un miroir quand même qui fait près de 2 mètres de haut, qui doit faire dans les 50 kilos. Il faut comprendre que le chat fait, lui, peut-être 400 grammes, parce qu'il a 4 mois. Peut-être 500, peut-être dans le meilleur des cas. Quelqu'un, ou je sais pas quoi, a poussé. En tout cas, c'est ce que ma copine me dit à ce moment. Elle dit, c'est bizarre, le chat a poussé le miroir, en fait. Et très vite, elle se dit, non, en fait, c'est pas possible. Quelque chose qui fait 500 grammes peut pas pousser 50 kilos, en fait. Ça marche pas comme ça. Et à ce moment-là, moi, je me réveille et je me dis, il y a tellement de choses étranges dans la même nuit
l'odeur, la télé qui s'allume tout seul, l'alarme, le miroir. Et j'ai conscience que le fait d'être dans une période où je monte des films, en plus c'est des séquences un peu réelles que je trouve sur internet, qui pourraient être réelles, parce qu'encore une fois je mets des doutes là-dessus, sur certaines vidéos. Je me dis que je suis pas dans les meilleures conditions et ma copine me dit non, mais en fait Daniel, repose-toi parce qu'en fait ça va, mais elle-même elle ne peut pas expliquer les choses en fait, parce qu'encore une fois je répète, tout ce qui s'est passé, jamais je l'ai vécu avant et plus jamais je l'ai vécu après. Et pour être honnête, à ce moment-là, moi je suis j'ai plus envie d'aller chez elle parce que d'un coup j'ai un peu peur en fait. Je vais être honnête, je suis en mode mais what the fuck quoi. Et donc en fait j'habite avec elle et je veux pas perdre le peu de crédibilité que j'ai à ce moment-là. Donc moi c'est en gros la nuit d'après, je suis en mode survie en fait, dans le lit, je suis en mode je mets mes écouteurs, mes petits AirPods pour je veux tellement pas me confronter à quelque chose qui pourrait être menaçant, parce que voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à ce moment-là, moi, j'ai l'impression qu'il y a une menace, quoi. La théorie qu'on s'est dit, c'est de dire, mais est-ce que le chat est venu seul, en fait? Parce que pour le coup, on a vraiment le sentiment de dire, le chat est arrivé, et pourquoi, d'un seul coup, tout s'agite comme ça, quoi? Pourquoi, d'un seul coup, un appartement normal devient un appartement où il se passe des trucs que nulle part ailleurs, il se passe ça, quoi. Enfin, du moins, en tout cas, à ma connaissance, quoi. Et en fait, il s'avère qu'il y a 2 événements qui seront les 2 événements qui vont clôturer un petit peu cette expérience. C'est le fait qu'elle-même a pu vivre une expérience, donc ma copine, mais toujours pareil, elle est très pragmatique, elle me dit mais non, mais il y a sûrement une raison. C'est qu'il s'avère qu'elle appelle son neveu et sa nièce en visio 2 ou 3 jours après. En pleine journée, elle appelle son neveu et sa nièce avec sa belle-sœur et les petits disent Tata, t'es avec quelqu'un? On entend des voix autour, on dirait que t'es pas toute seule en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, elle me dit ça, et moi, à ce moment-là, je suis en mode terrifié. Je dis, mais pourquoi tu m'as raconté ça? Ne me le dis pas. Et elle est totalement dans un déni. Non, mais non, mon téléphone, tu sais, il déconne un petit peu. Et même, des fois, moi, j'aime bien le côté un peu pragmatique de, est-ce que c'est arrivé avant? Est-ce que t'as déjà eu les petits qui ont dit, oui, en fait, Tata, quand tu les appelles, il y a des voix bizarres. Non. Au point que eux-mêmes disent c'est bizarre, on entend d'autres voix, t'es pas toute seule en fait. C'est un peu chelou quand même. Elle devait partir justement voir son neveu et sa nièce ce week-end-là. Moi, à ce moment-là, j'ai pas prévu de partir et je m'étais engagé à garder le chat. J'ai dit écoute Julie, moi je suis désolé mais je reste pas tout seul avec le chat en fait. Comment on est crédible quand on se dit mais mon mec veut pas rester dans mon appart avec un chat qui est trop mignon, qui est tout petit, un petit chat rond. Mais à ce moment-là, moi, j'étais en mode, j'avais une mal à dormir, elle me raconte des histoires. À chaque fois qu'elle me raconte des choses, ça amplifie cette angoisse que j'ai à ce moment-là. Et je suis en mode, mais c'est pas possible. Et j'ai conscience de ça. Clairement, j'ai conscience que je suis pas forcément dans le meilleur des états, mais j'ai aussi confiance à mes capacités à comprendre qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qu'il faut. Ce que je décide, c'est que je prends le chat chez moi. En fait, je dis, écoute, pas de problème. Je prends le chat dans mon appart typique parisien, pas très grand, donc 30-35 mètres carrés. Je le connais, ça va partir dans chaque recoin, donc je le connais. Donc je dis, écoute, t'inquiète pas, le chat, je vais bien m'en occuper. J'essaie de me rapprocher de lui, quelque part, et de dire, je suis content de te rencontrer, mais bon, il faudrait que ça se calme un petit peu, tout ça. J'ai senti que ma copine, elle passait par des phases de ok, c'est peut-être chelou, mais reprends-toi. En fait, d'un seul coup, même moi, j'ai senti que j'étais pas très crédible, en fait, clairement. Et que, certes, il y avait une certaine pression. Comme quoi, des fois, on a tendance à se dire, voyez, les mecs peuvent être un peu... Voilà, à ce moment-là, moi, j'ai l'impression que j'étais un peu désarmé et qu'il fallait qu'à un moment donné que je reprenne un petit peu les choses en main. Sauf que j'avais pas prévu ce qui allait venir, quoi. Je suis chez moi et je suis avec le chat. Je me retrouve dans cette pièce, donc je ferme bien les fenêtres et j'adore ce petit chat, il est adorable, quoi. Et je mets des petites visios avec mes parents, dire regardez, il est trop mignon le chat, c'est super, ouais, non ça va, tout va bien, vous inquiétez pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il fait sa vie, en fait, c'est un chat et c'est un appartement sécurisé, voilà, il n'y a pas de trous dans les murs. Et à un moment donné, il s'avère qu'il se passe un truc que je ne comprends toujours pas. Et ça m'embête un petit peu parce que quand on dit que la télé s'allume, c'est concret en fait. Parce qu'elle s'allume, elle est là, la télé est allumée. Donc est-ce que le chat appuie sur la télécommande? Bon, quand même, il faut en vouloir quand même. L'alarme, est-ce que le chat a fumé des clopes? Je sais pas, j'en sais rien. Mais ce qui s'est passé, je suis un peu seul face à cette expérience en fait. Et c'est sûrement l'expérience la plus bizarre parce que c'est ça qui me confronte au fait de dire que c'est moi avec moi-même et mon ressenti.
Ce qui se passe, c'est que le chat, on est disparu. Encore une fois, c'est pas grand, 35 mètres carrés. Hein. C'est une chambre, un salon, et on a fait déjà le tour de l'appartement. Et le chat disparaît complètement. Donc j'appelle Rudy. Je commence à fouiller chaque élément. Mais vraiment, en gros, comme je suis quelqu'un d'assez structuré, hein, je suis un peu psychorigide, je ferme la pièce, j'isole, je regarde sous le canapé, je tire, je manipule. Genre même un être vivant, vu que ça bouge beaucoup, il serait parti, il aurait bougé, quoi. Il se passe une demi-heure et je ne trouve pas ce chat, en fait. Je ne comprends pas où est ce chat dans 35 mètres carrés, en fait. C'est dingue, en fait. Je comprends pas. Je vais même ouvrir le congélo. Je fais des trucs mais qui sont contre la logique, quoi. Je suis tellement déstabilisé qu'à un moment donné, sous l'émotion, j'appelle ma sœur en visio, donc, qui habite pas sur Paris. Et je dis, Magali, j'ai perdu le chat, en fait. Et ma sœur, qui comprend pas, mais qui a pas forcément conscience de toutes les histoires que j'ai eues dans la semaine, hein, elle me dit, mais calme-toi, qu'est-ce qui se passe? On va le charger ensemble. Donc je me retrouve avec mon téléphone portable et ma sœur me dit, regarde là. Donc pour vous dire, en fait, tellement que je me suis posé des questions de savoir où était le chat, que j'ai quitté l'appartement, je regardais de l'extérieur, je suis remonté, je suis revenu. L'appartement à ce moment était seul, le chat est toujours pas là. J'ai jamais compris pourquoi le chat avait autant disparu. Et ce qui se passe, c'est que ma sœur m'aide à chercher le chat. Elle ne trouve pas le chat avec moi. Et pourtant, elle est calme-toi, regarde là, ok, surveille, ferme là, tire ça. On est à deux à chercher un chat qui a disparu depuis à ce moment-là presque 1 heure. Et moi, je me retrouve dans la chambre. Et je pense que j'étais vraiment sous l'émotion et quelque part j'en ai un peu honte, mais à la fois je pense que c'est aussi les émotions que j'ai vécues et que je dois assumer. Je suis un peu en mode merde, mais un peu la larme à l'œil en disant putain, j'ai perdu le chat de ma meuf. Comment je vais lui expliquer en fait que son chat a disparu subitement d'un appartement, quoi? Ça n'existe pas, ces histoires. Et là je vais dans le salon. Encore une fois, c'est à côté, hein, c'est pas grand, hein, je traverse pas un couloir de 40 mètres. Hein, et là, je vois le chat au milieu de la pièce. Et le sentiment profond que j'ai eu de ce chat, c'est de dire, mais putain, ce chat, il me veut du mal. En fait, de ce coup, il a cristallisé une peur énorme. En fait, je comprenais pas. En fait, là il mettait en doute ma réalité. Un chat qui a 4 mois. Et ce chat-là, franchement, cette histoire, elle est ouf parce que à ce moment-là, ce que je fais, je le mets dans la cage. Je lui parle, il faut que tu arrêtes de faire ça, c'est pas possible. Et je le ramène, et j'appelle ma meuf, un peu, encore une fois, pour pas dire le mot, un petit peu en mode pleurs, en mode écoute, je ramène le chat. En fait, je lui dis à ce moment-là, je ne peux pas rester avec ce chat pour l'instant. Et moi, ça me fait de la peine parce que je vois ce petit chat dans une cage qui m'a tellement confronté à mes limites du réel, hein, que je ne peux plus supporter. En fait, à ce moment-là, je ramène le chat chez lui. Et je me suis barré. Je me suis barré parce que j'avais peur, en fait, d'un chat, quoi. Je trouve que c'est l'histoire la plus ridicule au monde, mais à la fois celle qui m'a le plus confronté à ce que c'est que de pousser d'aller dans la zone d'ombre, dans la zone grise, en fait, celle qui, en fin de compte, on se dit, est-ce que c'est si confortable que ça? Et à ce moment-là, moi, l'histoire, en fait, en vrai, pour être honnête, elle s'arrête là. Hein. À ce moment-là, ma copine me dit, écoute, il va falloir que tu te calmes, parce qu'à un moment donné, moi, j'étais en mode, écoute, je vais vous laisser tous les deux. Je vais réaménager un peu chez moi. Ça n'a aucun sens. Et à ce moment-là, j'ai essayé de faire abstraction. Je me vois acheter à Naturalia, ou pas Naturalia, mais à Nature et Découverte, des bâtons d'encens pour essayer d'évacuer des énergies. Donc on se voit tous les deux. Donc elle-même, elle a joué le jeu, elle était cool. Elle a fait ok, on va mettre de la sauge, je sais pas quoi. Bon, est-ce que la sauge a marché? Je ne sais pas, mais depuis, le chat va très bien, tout se passe bien, je suis heureux avec ma copine et son chat, quoi, et notre chat, hein, qui est toujours là et que j'adore, hein, parce qu'il est super, ce chat. J'ai toujours aimé jouer avec un peu le feu parce que c'était ma télé quand j'étais petit, c'était l'histoire de la copine donc je vivais pas vraiment ces histoires en fait. J'étais observateur, touriste, ce qu'on veut, mais jamais ça me touchait moi. Et là, de voir ce truc-là, est-ce que c'était quelque chose qui a accompagné le chat ? Est-ce que c'est quelque chose qui était dans l'appartement et qui s'est activé, qui était peut-être jaloux de ce chat, je sais pas. En fait, c'est marrant parce que il y a une part de moi qui, quelque part, imagine cette histoire-là, mais très vite, parce que on est encore dans cet appartement. Hein. Je le mets sous un sac, je l'enterre profondément parce que c'est clairement une porte que je ne veux pas ouvrir, en fait. Et je pense que
qu'on y croit, on n'y croit pas. Moi, j'ai vécu mes histoires. J'ai vécu quelque chose qui, clairement, en tout cas, m'a questionné sur la notion du réel, en fait, à travers un petit chat, quoi. Donc voilà. Moi, je suis partie de ces gens qui aiment bien la magie des choses. Là, en gros, j'aime pas qu'on me dévoile le tour de magie, s'il y a un tour de magie, hein, parce que je trouve que ça enlève, en fin de compte, cette part de magie. Justement, ça enlève toute la substance de cette expérience, parce que, en fin de compte, je pense que des fois, ce qui est plus beau, c'est l'histoire. C'est comme le chemin, c'est pas la finalité, mais c'est le chemin qui est plus important. Et donc, de ce principe-là, moi, je suis quelqu'un qui, clairement, si on devait dire, voilà, si je te dis qu'est-ce qu'il y a après la vie, je préfère qu'on me le dise pas, même si quelque part, ça pourrait m'apaiser, parce qu'on a tous peur de la mort, genre de considération, et même du mystère de qu'est-ce qu'il y a après, ou pour justifier certaines choses étranges. Mais je préfère pas, en fait. Parce que j'aime bien justement le fait de jouer avec ce mystère et de rester aussi quelque part à distance de tout ça, quoi. Vous êtes maintenant arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, venez me dire ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram. Et n'oubliez pas, si vous aussi, vous avez le courage de vous plonger dans vos souvenirs les plus étranges, prenez contact avec moi, venez me raconter vos histoires, et vous ferez vous aussi partie de la Société de Minuit. Ce podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte, Tatiana Benamou. Il est mixé par Dimitri Benamou et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.